J'ai frappé à la porte de mon frère à minuit avec rien dans les poches. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider. J'ai dormi dans ma voiture. 1 an plus tard, c'est lui qui a frappé à ma porte. Et je lui ai ouvert. Il y a des moments dans la vie d'un homme qui divise tout proprement en avant et en après. Debout devant la porte de son frère à minuit, avec le froid de janvier qui vous ronge les os et un portefeuille presque vide, c'est l'un de ces moments. Ce qui s'est passé ensuite en est un autre. Bienvenue sur Scandale de famille. Laissez un commentaire et abonnez-vous, parce que ce que je vais vous raconter ce soir est une histoire que je n'ai jamais vraiment dite à voix haute. Je m'appelle Bernard Leclerc. J'ai 54 ans. Je suis électricien indépendant dans la région de Montpellier depuis 22 ans. Je rénove de vieilles maisons de village, des bâtiments commerciaux récalcitrants, des fermes qui n'ont aucune raison logique d'être encore debout, mais qui tiennent quand même, comme certaines personnes. Je ne suis pas un homme riche, mais je suis un homme capable. Mes mains savent ce qu'elles font, même quand le reste de moi hésite. Ma femme Agnès dit que je peux réparer n'importe quoi avec un câble et une prière. Elle a globalement raison. Ces dernières années, je me suis mis à m'appuyer davantage sur la partie prière. La vie avant l'année difficile était ordinaire. Et l'ordinaire, on ne comprend que c'est un cadeau que le jour où on en est privé. J'avais mon travail, j'avais Agnès, j'avais ma camionnette, mes outils et un appartement au rez-de-jardin dans le quartier Antigone qui sentait le café chaque matin. Parce qu'Agnès faisait le vrai café, pas les capsules. Et elle vous l'expliquera en détail si vous avez le malheur de lui proposer autrement. Et puis les chantiers se sont raréfiés. La camionnette a eu besoin d'un moteur neuf. Et un client que j'avais soutenu à crédit pendant 5 mois a disparu sans payer les 29 000 € qu'il me devait. En l'espace de 10 semaines environ, je suis passé de stable à creux. Ce genre de creux qui s'installe dans la poitrine et ne bouge plus. Comme une pierre que vous portez, mais à l'intérieur. Mon frère Gilles a 6 ans de plus que moi. Il habite une maison à Castelnau-le-Lez qu'il possède entièrement. Il conduit un SUV plus récent que le mien ne l'a jamais été, même quand le mien était neuf. Il a une retraite complémentaire et un revenu locatif provenant d'un appartement à Palava, et une femme prénommée Corinne qui décore pour toutes les saisons, y compris certaines que je ne reconnais pas vraiment comme des saisons. J'ai vu un épouvantail sur leur perron un mois d'août. Je lui ai posé la question une fois. Il m'a dit que Corinne appelait ça la célébration de la fin de l'été. J'ai rien répondu. Il y a des batailles inutiles. Nous n'étions pas proches au sens où certains frères sont proches. Mais nous étions frères. On avait les mêmes parents. On avait grandi dans la même maison, à Lodève, dans cette petite rue en pente où notre père garait sa 305 break tous les soirs à la même heure. On avait mangé à la même table. Je pensais que ça voulait dire quelque chose quand ça comptait vraiment. Je pensais que c'était précisément à ça que ça servait. La nuit où j'ai pris la route pour Castelnau-le-Lec, c'était en janvier. Pas un janvier doux. Un janvier du midi qui n'est pas censé être rude mais qui l'est quand même. Avec ce vent qui descend du pic Saint-Loup et qui vous rappelle que la chaleur du sud n'est pas acquise. J'avais 18 € dans le portefeuille, un quart de réservoir et aucun plan au-delà d'arriver à la porte de Gilles et de dire « J'ai besoin d'aide ». Je n'avais jamais dit ces mots-là à quiconque depuis que j'étais adulte. Le trajet dure 35 minutes. J'ai répété pendant tout le chemin. J'ai frappé à 23h52. Je le sais parce que j'ai regardé mon téléphone avant de lever le poing. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé l'heure. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait s'en souvenir exactement. Gilles a ouvert en pyjama et en chaussettes de maison, celle avec les semelles antidérapantes. Il m'a regardé. Il a regardé la camionnette derrière moi. Il m'a regardé à nouveau. J'ai dit « Gilles, je suis dans la merde. La vraie. J'ai besoin d'un endroit pour dormir et de quelques jours pour reprendre pied. » Il est resté dans l'encadrement de la porte, la lumière chaude de sa maison derrière lui, comme une promesse que je ne méritais pas, et il a dit
Je ne peux pas t'aider là, Bernard. C'est pas le bon moment. J'ai dit, il est presque minuit en janvier. J'ai 18 €. Il a dit, je comprends ça, mais c'est compliqué pour nous en ce moment. Je suis resté là une seconde. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai ressenti. Pas une explosion, pas des larmes, quelque chose de plus silencieux, une chose qui se pose, comme un os qui se remet en place dans une mauvaise position. Fonctionnel mais changé pour toujours. J'ai dit, d'accord Gilles, je t'entends. J'ai repris la route. J'ai garé la camionnette dans un parking du côté de la Paillade, près d'une station-service fermée. J'ai mis mon blouson sur moi en guise de couverture et j'ai coupé le moteur parce que j'avais besoin d'économiser le carburant. Il faisait 3 degrés dehors. Je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone à 3 heures du matin quand je me suis réveillé de froid et que je n'ai plus réussi à me rendormir. J'ai appelé mon ami Marc Paulet le lendemain matin à 7 heures. Marc, je le connais depuis nos 25 ans. On a travaillé ensemble sur le même chantier à Béziers, à l'époque où on ne savait pas encore exactement dans quelle direction on allait, mais où on savait au moins qu'on bossait ensemble et que ça comptait. Depuis, il a monté sa propre entreprise de plomberie, il a eu 3 fils, il habite à Grabels dans une maison avec un potager que sa femme Joëlle cultive avec une précision qui tient de la dévotion. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme toujours. Marc répond toujours vite. C'est sa façon de dire « Je suis là ». Il a dit « Bernard, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout dit. Le client, l'argent, la camionnette, la porte de Gilles, le pyjama, les 18 €, le parking à 3 degrés. Marc a été silencieux pendant 5 secondes complètes. Avec Marc, le silence est un mode d'expression. Quand il ne parle pas, ça veut dire qu'il pèse quelque chose de sérieux. Puis il a dit « Prends ta camionnette et viens ici maintenant ». J'ai dit « Marc, il est 7 heures du matin ». Il a dit « Je sais très bien ce qu'il est. Joël a fait d'une quiche au poireau hier soir, il en reste la moitié. Prends la route ». J'ai dit « Tu es sûr ?» Il a dit « Bernard, on se connaît depuis 30 ans. Roule ». J'ai roulé. Joël m'a ouvert la porte avec le regard de quelqu'un qui avait déjà tout compris avant même que je parle. Elle ne m'a posé aucune question jusqu'à ce que j'ai mangé. C'est la marque d'une personne vraiment bonne. Elle a attendu que j'ai 2 parts de quiche et un café complet, et seulement là, elle a dit « Allez, raconte ». Je suis resté chez Marc et Joël pendant 13 jours. Pendant ce temps, Marc a cosigné un prêt à court terme qui m'a soulagé de la pression immédiate. Il m'a dit « Ne me remercie pas. Remets ton affaire sur les rails. C'est tout ce que je veux. » Je l'ai fait. Avant de vous dire comment, dites-moi d'où vous regardez ça. Laissez un commentaire avec votre ville, votre pays. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Scandale de famille, c'est le moment. Appuyez sur la cloche. Ça prend 2 secondes et ça compte vraiment. L'année qui a suivi, c'était le genre de travail que personne ne voit. Je me suis restructuré dans le silence. J'ai changé ma façon de facturer. J'ai arrêté de porter les clients à crédit sans contrat écrit et sans acompte de 30%. J'ai engagé une comptable mi-temps, une femme prénommée Solange, qui dans son premier mois passé sur mes dossiers a retrouvé 13 000 € de travaux non facturés et m'a regardé avec la patience particulière des gens qui voient souvent les mêmes erreurs. Elle a dit « Monsieur Leclerc ». J'ai dit « Je sais Solange ». Elle a dit « Non ». J'ai dit « Je sais ». Elle n'a pas insisté. Elle a juste ouvert le dossier suivant. Solange est efficace comme une lame de couteau bien affûtée. Elle ne perd pas de temps en reproches parce que les reproches ne rentrent pas dans une ligne comptable. J'ai aussi trouvé un avocat, un homme nommé Frédéric Auriac, qui avait l'énergie d'un homme qui aime récupérer ce qu'on lui doit et la façon de parler d'un homme
qui a entendu chaque excuse qu'un débiteur est capable d'inventer et qui les trouve toutes également décevantes. Il s'est lancé à la poursuite du client qui avait disparu avec mes 29 000 euros. Le client n'avait pas vraiment disparu. Il avait simplement déménagé à Nîmes en espérant que je lâcherais l'affaire. Frédéric n'a pas lâché l'affaire. En octobre, il m'a appelé et m'a dit « Bernard, vous avez un chèque ». J'ai dit « Combien ?» Il a dit « Tout, plus les intérêts, plus mes honoraires qui sont déjà déduits ». Il y a eu un silence de ma part. Il a dit « Bernard ?» J'ai dit « Oui, je suis là ». Ce n'était pas de la joie que j'avais, enfin pas seulement. C'était quelque chose de plus tranquille, la sensation d'une ardoise qu'on efface proprement. Pas spectaculaire, juste exact. En novembre, j'ai mis un acompte sur une maison à Castries. Rien de grand. 4 pièces, un jardin de taille raisonnable, un garage pour mes outils que je pourrais enfin ranger correctement au lieu de les empiler dans l'entrée d'un appartement. Agnès a visité 2 fois avant de dire oui. La deuxième fois, elle a ouvert tous les placards l'un après l'autre. Je n'ai pas demandé pourquoi. Il y a des choses qu'on laisse simplement se passer. On a emménagé le premier week-end de décembre. Agnès a posé les rideaux le jour même. J'ai monté des meubles jusqu'à 22h30. C'était un beau 22h30. Le genre où on est fatigué, mais de la bonne fatigue. Celle qui a un sens. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'au cours de cette année, il s'est passé autre chose. Quelque chose que Solange m'a aidé à voir, mais que j'aurais fini par trouver seul, parce que c'était là depuis le début, caché sous le désordre. J'avais un vieux client, un certain monsieur Jourdan, un retraité de 70 ans qui habitait une maison des années 60 à Vendargues, avec une installation électrique qui aurait dû être refaite depuis 15 ans. Il m'avait appelé 2 fois. Je n'avais pas rappelé parce que j'avais la tête sous l'eau. Solange m'a montré son nom dans un fichier de relance impayé. J'ai compris que je ne lui avais jamais envoyé de devis. Je l'ai rappelé. Il a répondu avec la voix de quelqu'un qui n'attendait plus. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, un gars moins cher, qu'il avait eu un court-circuit en nous, que ça avait brûlé une partie du tableau électrique, que personne n'avait été blessé, mais que ça avait fait peur. Je lui ai dit « Je suis désolé de ne pas avoir rappelé à temps ». Il y a eu un silence. Puis il a dit « Ce n'est rien. Ces choses arrivent. Ce n'est pas rien, en réalité. » Mais Monsieur Jourdan était le genre d'homme qui sait que certaines vérités ne servent à rien une fois qu'elles sont dites. Je suis allé voir son tableau électrique gratuitement. Je n'ai pas facturé l'heure. Solange l'a su et n'a rien dit. Ce qui, venant de Solange, était une forme d'approbation. Gilles a frappé à ma porte un samedi de fin février, exactement 1 an et 42 jours après la nuit du parking. Je connais le compte parce que je n'avais pas oublié la date. Je ne pense pas que j'allais l'oublier un jour. J'ai ouvert. Il était là. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. Pas physiquement, juste dans les contours. Comme si quelque chose dans sa façon d'occuper l'espace avait changé. Il tenait sa casquette à 2 mains, de cette façon qu'ont les hommes quand ils essaient de paraître humbles, et qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs d'y avoir droit. Il a dit « Bernard ». J'ai dit « Gilles ». Il a dit « Les choses sont devenues compliquées ». Son locataire à Palavas avait cessé de payer depuis 5 mois et avait causé des dégâts importants avant de partir. Les frais juridiques avaient absorbé ce qu'il croyait être ses économies. La voiture de Corinne avait rendu l'âme. Il avait du retard sur 2 remboursements et le complément de retraite ne couvrirait pas le manque avant 4 mois au moins. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et je l'ai regardé. Agnès est apparue de la cuisine. Elle l'a regardé, elle m'a regardé. Elle a dit « Je fais du café » et elle est retournée en cuisine sans un mot de plus.
Agnès est une femme remarquable. Je l'ai toujours trouvé ça. J'ai fait entrer Gilles. Je l'ai assis à ma table de cuisine. J'ai versé le café. Je me suis assis en face de lui. J'ai dit, je dois dire une chose avant qu'on parle d'autre chose. Il a dit, d'accord. J'ai dit, j'étais à ta porte à minuit en janvier. Il faisait 3 degrés. J'avais 18 €. Et tu m'as dit que c'était pas le bon moment. Il n'a rien dit. J'ai dit, j'ai dormi dans ma camionnette cette nuit-là, dans un parking de la Paillade. Je veux que tu le saches, pas pour que tu te sentes coupable, juste parce que c'est arrivé et que c'est une partie de ce qu'on est maintenant, toi et moi. J'avais besoin de te le dire au moins une fois à voix haute. Il a regardé la table, longtemps. Puis il a dit, je sais, j'y ai pensé. J'ai dit, bien, parce que je vais t'aider, pas parce que cette nuit-là n'a pas d'importance. Elle en a. Mais parce que tu es mon frère, et parce que je sais ce que c'est d'être là où tu es assis, et je ne vais pas te faire ce que tu m'as fait. C'est pas l'homme que je veux être. Il a regardé la table encore un moment, puis il a levé les yeux, et ils étaient humides, et il a dit, « Je ne mérite pas ça. » J'ai dit, « Probablement pas, mais voilà où on en est. » J'ai aidé Gilles, pas immédiatement et pas sans condition, que j'ai rédigé clairement avec l'aide de Frédéric, un calendrier de remboursement, des étapes précises et honnêtes. Il a signé sans discuter une seule ligne. Je crois que c'était aussi une façon pour lui de se regarder en face. La situation de Gilles s'est réglée lentement, comme les choses réelles se règlent. Au printemps, il était à flot. On n'est pas devenus des gens différents du jour au lendemain. Des frères qui se sont blessés ne se réinitialisent pas simplement. Mais on est quelque chose maintenant. Quelque chose de plus prudent, de plus honnête, et peut-être de plus réel qu'avant, quand il était facile de supposer que tout allait bien parce que tout avait toujours semblé aller bien. Il y a eu un moment, quelques semaines après sa visite, où je l'ai croisé par hasard dans une jardinerie à Castelnau. Il achetait des bulbes de printemps, moi des vis. On s'est arrêté, on s'est regardé. Il a dit « Comment tu vas ?» Vraiment, pas juste pour dire. J'ai dit « Bien. Et toi ?» Il a dit « Ça va mieux. » Il y avait dans ce court échange plus de vérité que dans 20 ans de repas de famille où tout le monde faisait semblant que tout allait de soi. Marc est venu dîner en avril. Il s'est assis à ma table et a mangé le poulet rôti d'Agnès et raconté une histoire d'un chantier à 7 qui avait mal tourné d'une façon qui n'était drôle que rétrospectivement. Agnès a ri au point de devoir reposer sa fourchette. À la fin de la soirée, Marc s'est arrêté dans l'encadrement de mon garage et a regardé mes outils suspendus proprement sur le panneau perforé que j'avais installé le week-end d'avant. Il a dit « Tu as fait ça toi-même ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « Ça ressemble à la vie d'un homme qui a remis les choses en ordre ». J'ai dit « Marc, j'ai accroché des outils sur une planche ». Il a dit « Je sais ce que j'ai dit ». Il est parti à 22 heures. Je suis resté dans le garage 1 minute après que ses phares ont disparu au bout de la rue. Le garage sentait la poussière de bois et l'huile ancienne et quelque chose qui ressemblait peut-être à la paix, si on me permet d'utiliser ce mot sans que ça devienne étrange. J'ai éteint la lumière. J'ai traversé la maison. Agnès était déjà dans le lit, à lire. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle a juste bougé les pieds pour faire de la place et dit « Ferme la fenêtre, il fait froid ». J'ai fermé la fenêtre. Elle a tourné une page. C'était suffisant. Il y a des gens qui vous disent que les moments décisifs ressemblent à des révélations, des éclairs, des musiques de fond que personne n'entend sauf vous. Je ne sais pas. Les miens, ils ont ressemblé à des portes, certaines qu'on vous ferme au nez à minuit, certaines que vous ouvrez vous-même, lentement, en sachant très bien ce que vous faites et pourquoi.
L'une m'a coûté une nuit dans un parking à 3 degrés. L'autre m'a coûté 29 000 euros et une année entière de travail silencieux. Mais si on me demandait laquelle a le plus compté, je serais bien en peine de répondre. Peut-être que c'est ça la vraie question. Pas celle qu'on vous pose de l'extérieur, celle qu'on se pose à soi-même dans un garage qui sent la sûre, avec la lumière éteinte et les outils en ordre sur le mur. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a eu dans votre vie une porte qu'on vous a fermée et qui vous a finalement conduit là où vous deviez être? Je lis tous les commentaires. Vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, ça compte, et moi je vous en suis reconnaissant. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à Scandale de famille si ce n'est pas encore fait, et à activer les notifications pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.